Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Monde Moderne. Notre invité est le sénateur Étienne Blanc qui a rédigé un rapport sur le narcotrafic en France, rapport qui a fait beaucoup de bruit puisque il est fait état dans ce rapport d'une France submergée par le narcotrafic. Monsieur le sénateur, bonjour, est-ce que vous pouvez nous résumer quelles ont été les trouvailles de ce rapport et peut-être les points d'exclamation ou de surprise suite à votre enquête? C'est un rapport qui est en trois parties. Une première partie qui fait le point sur la situation que connaît la France au regard du narcotrafic. Une seconde qui examine les moyens qu'utilise la puissance publique pour lutter contre les narcotrafiquants, les points forts mais aussi les points faibles. Et une troisième partie qui contient 35 propositions d'amélioration des dispositifs de lutte contre le narcotrafic, que ce soit des moyens purement matériels, que ce soit des moyens techniques, que ce soit aussi des moyens juridiques, car notre droit comprend un certain nombre de faiblesses. Dans le rapport, il est fait état d'un chiffre d'affaires, entre guillemets, du narcotrafic en fourchette basse de 3,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, on a vu, l'actualité est tragique avec l'évasion de Mohamed Amra et le meurtre de sang-froid de 2 agents de la pénitentiaire, avec des infos qui ont été sorties par Le Parisien, où on voyait que Mohamed Amra, depuis sa cellule, gérait finalement le trafic avec différentes téléphones, avec carte à puce. Dans les propositions que vous avez, est-ce qu'il y a cette prise en compte finalement des trous dans la raquette, à la fois dans le système pénitentiaire, dans la surveillance de ces narcotrafiquants, et puis une fois qu'ils sont arrêtés, comment faire pour qu'ils arrêtent réellement leur trafic? C'est bien là tout le sujet. Et tout cela, ça révèle l'ampleur du narcotrafic en France. Vous avez tout à l'heure dit le chiffre. Le narcotrafic, c'est entre 3,5 milliards et 6 milliards. 6 milliards de chiffre d'affaires à peu près et 3,5 milliards de résultats nets. Et je rappelle par comparaison que le budget dont dispose le garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, s'élève à 9 milliards d'euros. C'est-à-dire on est entre 50 et 60% en fonction de la fourchette du budget de la justice. Il y a un autre chiffre qui est un chiffre très révélateur. Le narcotrafic, c'est environ 240 000 personnes qui vivent directement, indirectement, totalement ou partiellement du narcotrafic, en tout cas qui sont impliqués dans le narcotrafic. Donc, c'est une puissance qui est une puissance extrêmement importante. Et le sens de nos travaux consiste à alerter l'État pour lui dire, quand vous avez comme ennemi une puissance aussi importante, attention. Parce que avec des sommes aussi gigantesques, des moyens humains aussi gigantesques, puis tous les moyens matériels dont ils disposent, ils sont sur les nouvelles technologies. Attention, ils deviennent très puissants et ils peuvent affaiblir l'État. L'exemple que vous avez cité, il est très révélateur. C'est-à-dire, vous avez un narcotrafiquant qui est détenu, il est dans une cellule, on va retrouver plusieurs téléphones qui sont à sa disposition et on va apprendre que depuis sa cellule, il a continué à faire fonctionner son commerce, mais plus grave encore, il a pu ordonner des assassinats et continuer à perpétrer des violences particulièrement graves. Et ça, c'est inquiétant, parce que la justice gère les prisons de France. La justice est une mission régalienne depuis des temps immémoriaux. Il faut rappeler que les États ils se sont constitués autour de l'institution judiciaire et que pénétrer le système judiciaire, violer les règles de la détention, c'est bien la preuve et la démonstration qu'on a affaire à une véritable puissance criminelle. Voilà. Et le sens de notre rapport, c'est de dire à l'État, attention, vous avez en face de vous du crime organisé autour du narcotrafic, et à la différence du crime organisé, ce sont sans doute des moyens financiers sans commune mesure avec ce que l'on a connu, les bandes de criminels qui de tout temps ont sévi en France. Là, ça prend une proportion considérable.
Autre point important dans le rapport, et peut-être un angle mort aussi, ou une naïveté de la part des services publics, c'est l'ampleur de ce narcotrafic dans les villes moyennes ou en ruralité, qui est un phénomène nouveau, c'est-à-dire que le narcotrafic quitte les grandes villes pour s'implanter dans des territoires qui en étaient exempts autrefois. Est-ce que là, il y a eu une défaillance des services de l'État? Alors, d'abord, il faut comprendre pourquoi ce phénomène. Longtemps, les consommateurs de produits stupéfiants ont été des urbains. C'était les cadres supérieurs, les milieux culturels, c'était les villes. Et d'abord parce qu'il y avait une concentration de personnes. Qui dit concentration de personnes dit un marché relativement étroit, mais assez dense. Et ce marché, il était sur les villes, les consommateurs étaient sur les villes. Peut-être aussi parce que, en raison de la crise Covid, l'inactivité, le fait qu'un certain nombre d'urbains sont installés dans des zones plus rurales, mais pas que. Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont urbains, mais ils sont aussi ruraux. Donc, l'entreprise de narcotrafic, elle s'est rapprochée de ses clients, elle s'est rapprochée d'eux, ils sont dans des villages, ils sont dans des campagnes, et le réseau a pénétré ces zones rurales, ces petits bourgs, ces petites communes, ces villes moyennes, et surtout il y a installé parfois ces laboratoires, ces points de deal, ces points de collecte de l'argent, ces points de stockage de produits stupéfiants. Donc, en fait, l'entreprise s'est rapprochée du consommateur. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, en grande partie, que ces zones-là soient des zones affectées. Ajoutons que dans les zones rurales, la surveillance, elle est plus difficile. Installer un laboratoire dans un lieu isolé, dans une ferme, dans un hameau, c'est moins risqué que de l'installer en centre-ville, où il y a des systèmes de vidéosurveillance, où on peut suivre plus facilement les allées et venues, parce qu'il y a plus de moyens de police. Donc, et vous avez raison d'insister sur ce point-là, c'est quelque chose qui nous a frappé. Il n'y a plus aujourd'hui un seul espace du territoire de la nation qui soit préservé de ce fléau. Sur la trentaine de propositions du rapport, quelles sont les propositions phares que vous aimeriez voir discutées rapidement et peut-être mises en place par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur? Alors d'abord, incontestablement, un renforcement des moyens et notamment des moyens techniques. Un exemple, la drogue pénètre sur le territoire français par des ports, et notamment le port du Havre, qui est un port qui commerce avec d'autres ports européens, mais aussi avec des ports d'Amérique du Sud. Et on sait que la cocaïne pénètre par ces ports. Donc ces ports, il faut les surveiller. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont pas anodins, mais si on veut bien surveiller, il faut scanneriser plus de conteneurs. On scannerise aujourd'hui environ 2% des conteneurs qui voyagent dans le monde. Quand ils sont en provenance d'Amérique du Sud, plutôt 10%. Mais pour ça, il faut des moyens. Il faut des scanners fixes, il faut des scanners mobiles. Au même titre que si on veut lutter efficacement, il faut surveiller le trafic maritime. Et lorsqu'on repère des manœuvres suspectes de bateaux sur l'océan, dans la mer des Caraïbes, il faut pouvoir intervenir rapidement. Donc c'est plus de vedettes, ce sont des hélicoptères, ce sont ces vedettes extrêmement rapides qui peuvent rattraper les narcotrafiquants, ce sont des dispositifs lourds. Au titre qu'il faut améliorer les systèmes de renseignement autour du narcotrafic. Donc il y a une question qui est une question de moyens matériels. Il y a aussi des moyens humains. Ça nous a frappé avec le président Jérôme Durain. Nous n'avons pas eu un seul interlocuteur qui nous ait dit, qu'il soit dans la police, qu'il soit la justice, qu'il soit les affaires étrangères, et qui nous ait pas dit, pour bien surveiller, il nous faut plus de moyens humains. Pour bien sanctionner, pour bien poursuivre, il nous faut plus d'enquêteurs, par exemple, dans la police judiciaire. Et donc, ce sont ces moyens humains qui sont aujourd'hui insuffisants dans un certain nombre de services. Puis, troisièmement, il faut améliorer notre droit. Voyez-vous, on a examiné très précisément comment avaient procédé les Italiens quand ils ont décidé de faire tomber les mafias. Ils ont utilisé des moyens juridiques qui, on peut les juger un peu exorbitants. C'est le système des repentis. C'est le système des indicateurs et des informateurs que l'on va faire rentrer dans un réseau de narcotrafiquants pour le comprendre, pour obtenir des renseignements et pour ensuite
judiciariser des procédures d'information et de renseignement que l'on a obtenues. Mais pour ça, il faut un droit plus clair. Aujourd'hui, sur les questions d'infiltration, par exemple, on a des faiblesses juridiques, elles sont expliquées très très clairement dans notre rapport. Puis quatrièmement, il faut que nous améliorions nos dispositifs de saisie des avoirs criminels. L'entreprise de narcotrafic, elle n'a de sens que pour gagner de l'argent, c'est son objectif. Parfois, un certain nombre d'États étrangers envoient chez nous des produits stupéfiants pour nous déstabiliser. C'est des moyens politiques dans le cadre d'une sorte de guerre hybride. Mais l'essentiel du narcotrafic, son objet, c'est de gagner de l'argent. Et quand on confisque l'argent, c'est là où on fait mal. C'est cette fameuse phrase que nous avons entendue d'un enquêteur qui dit « La seule fois où j'ai vu pleurer un narcotrafiquant, c'est pas quand on lui a annoncé la peine encourue, mais c'est quand il a vu sa BMW chargée sur une dépanneuse. » Voilà, donc la saisie des avoirs criminels, et on a beaucoup travaillé sur le sujet, il y a toute une série de propositions. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les narcotrafiquants, ils utilisent des crypto-monnaies, ils ont des entreprises de blanchiment, mais il faut les rechercher, les trouver et les détruire. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disent Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, que finalement c'est le consommateur, celui qui va fumer un joint, qui a du sang sur les mains, et que le consommateur est responsable en partie de ce narcotrafic? Bien sûr, c'est pas le seul domaine. Vous savez, moi, dans une vie antérieure, j'ai été avocat et je me souviens dans des affaires où étaient inculpés des receleurs. Les parquetiers disaient le recel c'est grave, parce que si vous n'avez pas de receleur, vous n'avez pas de voleur. Eh bien, les stupéfiants, c'est un peu la même chose, c'est même la même chose. Sans consommateur, le trafic n'a pas de sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le narcotrafic, c'est une entreprise. Et vous avez un client qui est le consommateur. Et puis vous avez une personne qui organise une entreprise pour livrer le consommateur. Elle achète de la drogue, parfois elle la produit, elle la transforme, elle la conditionne, elle la transporte, ensuite elle l'approche au plus proche du consommateur, elle la livre, elle reçoit de l'argent, cet argent elle le stocke, ensuite elle le blanchit, puis cet argent est réemployé et réinvesti dans une économie légale, parfois, dans une économie qui est une économie marchande, ou parfois dans des investissements qui sont des investissements illégaux. Mais tout cet édifice, il ne tient que parce qu'il y a des consommateurs. Donc, quand le garde des Sceaux dit ceux qui consomment ont du sang sur les mains, ben oui, et ça, il faut l'expliquer. Je crois même aussi qu'il faut expliquer encore que les drogues ont des effets dramatiques sur la santé. Que ce soit le cannabis, que ce soit la cocaïne, que ce soit la morphine, que ce soit toutes ces nouvelles drogues de synthèse que l'on voit arriver, elles sont destructrices des cellules nerveuses. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas légaliser le cannabis, parce qu'on sait aujourd'hui, et des médecins neurologues nous l'ont expliqué, on n'a pas voulu travailler dans le rapport sur ce sujet, ça nous aurait trop écarté du thème pur du narcotrafic. Mais nous disons, attention, il faut des campagnes de communication extrêmement puissantes. Ça aura un effet de protection de la santé publique, et puis surtout ça aura un effet de protection par la destruction du narcotrafic. Moins il y a de drogue consommée, moins il y a de narcotrafic. On voit aussi l'aspect international de ce narcotrafic, l'arrivée par les ports, les puissances étrangères, vous en parliez, qui peuvent utiliser ce narcotrafic. Aujourd'hui, se tiennent en ce moment, le 9 juin, les élections européennes. Est-ce que l'Union européenne protège les États européens du narcotrafic? Quelles sont les initiatives qu'on a pu voir au niveau européen pour lutter contre ce trafic, et est-ce qu'elles sont efficaces? Vous savez, notre droit, puisque nous sommes dans un état de droit, on utilise aujourd'hui beaucoup cette expression, notre droit dépend en grande partie du droit européen. Et nous appliquons et nous transposons dans notre code de procédure pénale, dans notre code pénal, des directives européennes qui impactent notre droit. Et donc, tous ces aspects juridiques, il faut les traiter avec l'Union européenne. Voilà, vous citiez tout à l'heure l'affaire des repentis, les informateurs et les indicateurs, les systèmes d'écoute,
les systèmes intrusifs qui permettent d'obtenir des renseignements pour détruire les réseaux. Tout ça dépend en grande partie du droit européen, donc il faut que nous ayons auprès de la Commission européenne et des commissaires en charge sur la sécurité, sur la défense, sur la santé, que nous ayons des interventions très puissantes de la France pour que l'Europe se dote de moyens pour lutter contre ces narcotrafiquants. Et puis, l'autre sujet, c'est la question de la finance. Nous sommes dans un marché ouvert. Aujourd'hui, on investit de l'argent collecté en France, dans des pays de l'Est, sur des marchés européens. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'argent qui est le moteur de l'ensemble de ce dispositif. Donc, mieux le suivre, c'est important. Et là, l'Europe a un rôle à jouer parce que l'argent qui circule, c'est le marché. Donc, le marché, il faut le suivre, il faut l'observer. Et il faut obtenir un certain nombre de moyens juridiques pour pouvoir, à un moment X, saisir des avoirs criminels, les saisir plus facilement. Parfois, anticiper ça, c'est-à-dire les bloquer, le temps de prouver leur origine. Une autre question, si on veut bien lutter contre les avoirs criminels, il faut être capable de délivrer des injonctions où on demande à une entreprise, à une personne, comment avez-vous constitué ces avoirs? Et si la personne ne répond pas, c'est une sanction pénale et ça peut être une confiscation. Et tout ça, ça dépend du droit européen. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour ces quelques éclaircissements sur ce rapport que j'invite tout le monde à lire sur le narcotrafic en France, un fléau largement présent sur l'ensemble du territoire. On suivra ce dossier avec vous et également les différentes parties prenantes. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon après-midi. Au revoir. Voilà, c'était un entretien avec le sénateur Étienne Blanc, auteur du rapport sur le narcotrafic. Désolé, encore une fois, pour la qualité du son, on a eu quelques soucis à l'enregistrement. Le monde moderne, ça existe grâce à vous. On va continuer de faire ces entretiens et les faire plus longs et dans de meilleures conditions. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour d'autres entretiens. N'hésitez pas à vous abonner.